9h20 à Paris, l'heure de vous parler d'économie avec vous, Sophie. Bonjour. Bonjour. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre donc pour l'avenir de la zone euro et de la Grèce en particulier. Point phare de cette semaine, c'est le sommet européen de Bruxelles jeudi et vendredi, avec au menu des discussions évidemment l'avenir de la Grèce. Le nouveau gouvernement grec s'apprête à demander une révision du plan d'aide européen, mais le projet ne sera porté ni par le Premier ministre ni par son ministre des Finances. Ils sont tous deux absents pour raison de santé. Antonis Samaras vient d'être opéré d'un œil, son ministre des Finances lui est hospitalisé suite à un sérieux malaise vendredi. Les Grecs vont tenter d'obtenir de l'Europe moins d'austérité et plus de temps. Aude-Sophie. Après avoir obtenu de l'argent, les Grecs demandent du temps. 2 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'en 2016 au moins, pour mettre en œuvre les objectifs d'austérité prévus par le plan d'aide de la zone euro, de la Banque centrale européenne et du FMI. Depuis 2010, Athènes a reçu une aide de 347 milliards d'euros, de près de 110 et 130 milliards et un effacement de dette de 107 milliards, accordé en échange d'un plan de rigueur très strict, un plan que le nouveau gouvernement veut désormais mettre en suspens. Il demande notamment un gel des suppressions de postes dans le secteur public. En échange du deuxième plan d'aide en février dernier, le pays s'était pourtant engagé à réduire de 150 000 le nombre total de fonctionnaires d'ici 2015. Le gouvernement de coalition réclame également une extension d'1 à 2 ans des allocations chômage et un gel des coupes de salaire dans le secteur privé. Autant de requêtes qui déplaisent fortement aux créanciers grecs et particulièrement à l'Allemagne, le plus gros contributeur au plan d'aide européen. Ce dimanche, dans le quotidien Bild am Sonntag, le ministre allemand des Finances a choisi des mots exceptionnellement durs pour critiquer les exigences grecques. La tâche la plus importante à laquelle est confronté le nouveau Premier ministre Samaras est de vite mettre en pratique le programme qui a été convenu, sans nouveau délai, plutôt que de demander aux autres ce qu'ils peuvent encore faire pour la Grèce. Une opinion déjà émise par l'Autriche ou la Finlande, qui insistent tous pour qu'Athènes respecte ses engagements. Il y a un autre sujet qui sera posé sur la table de ce sommet européen, l'aide européenne aux banques espagnoles. C'est aujourd'hui, ce lundi, que l'Espagne dépose officiellement sa demande d'aide européenne pour recapitaliser son secteur bancaire. Pas de montant précis. Pour le moment, le protocole chiffré ne devrait pas être connu avant le 9 juillet prochain. Madrid vise un plan à long terme sur plus de 15 ans avec un taux de 3 à 4%. Selon les conclusions d'un audit publié la semaine dernière, les banques espagnoles ont besoin de 62 milliards d'euros au plus pour faire face à la crise. Enfin, sachez Elisabeth que la chancelière allemande Angela Merkel sera à Paris mercredi soir pour rencontrer François Hollande et préparer ensemble ce sommet européen. Allez, on jette un coup d'œil au marché financier en Europe tout d'abord. Alors les marchés européens comme les marchés asiatiques, vous allez le voir, sont prudents. En Europe, Paris vient d'ouvrir en baisse de 0,57%. À Francfort, le DAX chute également de 0,54%. À Londres, le FTSE perd 0,27% à l'ouverture. Les investisseurs asiatiques se sont également montrés prudents ce lundi, mais en ordre dispersé, dans l'attente toujours de ces fameuses décisions européennes. À Tokyo, le Nikkei clôture en baisse, le Hang Seng est à l'équilibre et le Shanghai Composite perd moins 1,51%. Ça va travailler dur aujourd'hui à Matignon, journée de réflexion, c'est cela ? Jean-Marc Ayrault réunit l'ensemble du gouvernement à Matignon à 14h30. Au programme 2 heures de rendez-vous pour établir les grandes lignes du budget de 2013 et fixer les orientations pour les 2 années suivantes. Le gouvernement va devoir faire des choix douloureux au nom de la nécessaire réduction du déficit budgétaire. En période de crise, budget de crise. Le gouvernement réuni au grand complet doit se pencher sur les principales orientations pour les 2 prochaines années. Et le maître mot de ce séminaire, c'est économie. Pierre Moscovici l'a encore rappelé ce lundi, la France aura besoin de 7 à 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre son objectif de déficit budgétaire en 2012, 4,5% du PIB contre 5,2% l'année dernière. L'essentiel proviendra de recettes fiscales nouvelles pesant sur les plus riches. Plusieurs réformes phares du mandat de Nicolas Sarkozy devraient ainsi être annulées. Il y a à faire du sérieux budgétaire. En France aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas été fait autant qu'il aurait dû l'être jusque-là. Mais pour 2013, l'effort devrait surtout porter sur la réduction des dépenses. À l'exception de l'éducation, de la justice et de l'intérieur, considérés comme les ministères prioritaires, les autres secteurs de la fonction publique devraient connaître des réductions d'effectifs.
Mais le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de suppression de postes. L'objectif du gouvernement précédent, c'était la diminution du nombre de fonctionnaires. Là, on n'en est plus là. On en est à l'idée qu'il faut maîtriser le nombre de fonctionnaires. Et donc, les dépenses de l'État, en même temps qu'il faut augmenter ses recettes et faire un effort partagé dans la justice. Des économies d'autant plus nécessaires que les perspectives de croissance pour 2013 vont devoir être revues à la baisse. La prévision de Bercy de 1,7% de croissance pour l'an prochain est jugée intenable par tous les économistes. Et avant de nous quitter, on va revenir sur une petite phrase qui a mis le feu aux poudres entre Paris et Londres. Alors vous en souvenez peut-être, David Cameron a dit vouloir dérouler le tapis rouge pour les entrepreneurs français si la France instaurait un impôt de 75% pour les plus hauts revenus. Alors c'était il y a une semaine à peine, lors du dernier G20, mais vous allez le voir, certains Français n'ont pas attendu pour répondre à l'appel de Londres. Ashford, gare anglaise à 2 heures de Paris par Eurostar, une situation parfaite pour le français Olivier Cadic et ses éditions de bande dessinée. C'est ici qu'il a délocalisé sa première entreprise et pas seulement pour des raisons géographiques. J'ai découvert par hasard en 1996 la différence de charge sociale entre la France, 48%, et le Royaume-Uni, 10%. En me déplaçant au Royaume-Uni, ça me permettait de protéger mon entreprise, qui sinon aurait disparu du fait de la concurrence internationale. Aider les entrepreneurs français à traverser la Manche, c'est justement le travail de David Blanc à Londres. Et depuis les élections françaises, les affaires marchent plutôt bien. Depuis plusieurs semaines, nous avons des demandes d'entrepreneurs français qui réfléchissent à délocaliser potentiellement leur entreprise de la France en Angleterre, à la fois pour des raisons de fiscalité sur les sociétés, mais également de fiscalité personnelle. Une tendance qui se manifeste sur un autre marché, l'immobilier. Dans ce quartier huppé de Londres, John Waters attend l'arrivée de nouveaux clients français. Cet appartement est typique du genre d'immobilier qui intéresserait un acheteur français à Londres. Car sur le site internet de son agence immobilière, le nombre de Français qui s'intéressent aux propriétés londoniennes de plus de 6 millions d'euros a augmenté de 33% ce dernier semestre. Quand François Hollande a annoncé qu'il y aurait un impôt supplémentaire pour les Français gagnant plus d'1 million d'euros, nous avons constaté une augmentation des recherches pour nos propriétés les plus chères à Londres. Certains Français semblent donc déjà répondre à l'appel de Londres, un mouvement qui se concrétisera ou non selon les réformes fiscales du gouvernement Hollande cet été. Merci beaucoup Sophie, c'est la fin de ce journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'info. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet.